Bonjour à toutes et à tous, bienvenue et merci de nous rejoindre pour cette 8e et avant-dernière étape du Tour de l'Avenir 2017. On est ensemble jusqu'à 15h pour vivre l'une des plus prestigieuses courses cyclistes jeunes, l'équivalent d'un Tour de France pour les moins de 23 ans. Alors cette année, il y avait 9 étapes au programme de ce Tour, parti il y a une semaine de Bretagne. Mais ça y est, nous sommes dans le grand final alpin. Et pour nous faire partager son expertise, sa science du cyclisme, j'ai la chance d'avoir avec moi Vincent Terrier, l'entraîneur de Chambéry Cyclisme Formation, la réserve d'AG2R. Bonjour. Bonjour Maxence. Ces coureurs, vous les connaissez pour la plupart, vous connaissez leurs qualités, leurs défauts, vous connaissez ces routes presque par cœur. On peut s'attendre à du spectacle aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est l'étape la plus difficile du Tour de l'Avenir, avec un enchaînement assez important avec le Cormet de Roseland, les Arcs et la montée à Sainte-Foy. Effectivement, ces coureurs sont les meilleurs coureurs du circuit mondial, donc on les rencontre sur les épreuves internationales. Et déjà, il y a eu du grabuge et on a déjà le groupe des favoris qui s'isole à plus de 50 km de l'arrivée. Ouais, dans ces favoris, on le voit à l'instant, le maillot jaune, Egan Bernal. Il a fait une étape magnifique hier, il s'est emparé du maillot jaune. Est-ce qu'il peut tenir, sachant qu'il n'a plus de coéquipier désormais? C'est un coureur impressionnant, hein. On l'a découvert en début de saison. Il est dans une petite équipe italienne, Androni. Il a brillé parmi les grands, notamment sur Tirreno Adriatico. Et puis on l'a revu récemment dans la région, sur le Tour des Pays de Savoie-Mont-Blanc. Et je pense qu'il a besoin de personne à ce stade-là. Il est vraiment une jambe au-dessus de tout le monde, comme on dit. Hier, sa prestation était impressionnante. Voilà, on revoit son attaque. Il a accéléré à 8 km de l'arrivée. Personne ne s'attendait vraiment à ce qu'il attaque d'aussi loin. Et il est revenu chercher les échappés un par un pour finir en solitaire. Ouais, Egan Bernal qui hier a pris 1 minute sur ses principaux concurrents, James Knox, Björn Lambrecht, Lucas Hamilton. Un autre des favoris a en revanche, lui, complètement explosé dans la montée finale. Ce favori, c'est le russe Pavel Sivakov. Pavel Sivakov, oui. On l'attendait, il a brillé sur la ronde de l'Isère, sur le Baby Giro, sur le Tour de Val d'Aoste. C'est un triplé un petit peu inédit. Ce sont vraiment des courses très très difficiles à ce niveau-là. On pensait qu'on l'attendait bien sûr au meilleur niveau sur cette épreuve. Mais comme il le dit lui-même, voilà, ce ne sont pas des robots et durer toute la saison au meilleur niveau, c'est quand même difficile. Donc il a craqué et à la rigueur c'est rassurant, c'est humain. On va quand même parler dans cette échappée qui est partie avec le maillot jaune, une vingtaine de coureurs. Il y a 2 Français, dont l'un que vous connaissez très bien, Aurélien Paré, peintre de l'équipe de France. C'est l'un de vos coureurs. Depuis le départ, l'équipe de France a du mal sur ce Tour de l'Avenir. Est-ce qu'aujourd'hui, Aurélien Paré, peintre, peut aller rendre fière la France? Il est dans le bon wagon. Donc pour l'instant, tous les feux sont ouverts. Il reste encore à finir les arcs et puis la montée finale sur Sainte-Foy. Donc il va se passer des choses. En tout cas, on voit les Français actifs. Ils ont essayé chacun leur tour. Aurélien a essayé, puis Valentin Madouas. Mais ils ont été ramenés à l'ordre très rapidement par le maillot jaune en personne. Alors qu'on vient de voir sur ces images, James Knox, le deuxième au classement général. James Knox fait également partie des favoris. Est-ce que Bernal peut s'inquiéter aujourd'hui? Est-ce qu'il peut perdre son maillot? Ça semble presque impossible au vu de ce qu'il a montré hier. Il est à l'abri de rien, une défaillance peut arriver. Hier c'était un petit peu particulier. La course était basée sur une montée sèche. Et aujourd'hui, il y a quand même un enchaînement de plusieurs ascensions. Mais voilà, comme je l'ai dit, au vu de ce qu'il nous a déjà montré sur des courses comme le Tour Savoie-Mont-Blanc, il est capable d'enchaîner et il a besoin de personne. Donc là, il va se faire attaquer certainement. Hein. On voit les Belges comme Lambrecht qui ont souvent été ses rivaux dans les courses précédentes. Ils vont certainement essayer de lancer des offensives. Peut-être plus dans la dernière ascension. Il y a aussi les descentes. Les Français affectionnent particulièrement les descentes. Il peut y avoir des attaques un petit peu partout sur ce terrain de jeu. Mais voilà, Bernal reste quand même le client favori pour la victoire finale.
Ouais, Björk Lambrecht qui mène pour l'instant ce groupe d'échappés. C'est un pur grimpeur. On l'attendait à l'attaque. Il a gagné la ronde de l'Isère en 2007. Il a terminé deuxième cette année. Il a gagné Liège-Bastogne-Liège Espoir. C'est également un jeune que l'on reverra plus tard sur les grands tours certainement. Ouais, Björk Lambrecht a déjà signé pour l'équipe professionnelle Lotto. Donc dès l'année prochaine, on le reverra dans le milieu professionnel. Après, c'est un coureur qui est vraiment typé montagne. Donc voilà, il faut qu'il fasse ses preuves dans le milieu professionnel, mais certainement qu'on le reverra sur ce genre de course par étape typé montagne. Alors que ce groupe est actuellement dans la montée vers les Arcs, une montée 12 km à 7,2%. C'est pas les énormes cols qu'on peut voir sur le Tour de France, mais pour ces jeunes, vous nous confirmez, c'est des cols importants, c'est de la première catégorie. Ouais, c'est important, surtout la succession. On a quand même monté le Cormet de Roseland avant. Donc l'enchaînement est difficile. Là, on vient de passer la station de Peuzet et ils prennent la petite route des Espagnols, je crois, ils appellent ça comme ça. C'est vraiment une petite route qui va rejoindre la station des Arcs. Ouais, il reste 37,4 km. Il y aura ensuite la descente vers Bourg-Saint-Maurice, avant de remonter vers Sainte-Foy-Tarentaise et là encore la dernière difficulté du jour, c'est certainement là que tout va se jouer dans cette dernière difficulté, 6,5 km cette fois à 6,5%. C'est un petit peu moins dur, mais c'est certainement là que tout va se jouer. Oui, avant la montée en plus on va faire un petit crochet à partir de Bourg-Saint-Maurice pour monter, prendre une petite route parallèle Villaroger qui est bien cabossé, un enchaînement de montagnes russes qui va finir la difficulté avant la montée finale. Alors c'est vrai que la montée finale n'est pas la plus difficile, mais vraiment ce qui fait la difficulté c'est l'enchaînement. Et puis on a quand même des coureurs espoirs qui ont pas forcément l'habitude d'enchaîner 10 jours de course comme ça. Et voilà, là on est quand même sur une fin de semaine où ça a roulé vite. Ça a dû contrôler pour les premières étapes au sprint. Et les étapes de montagne en fin de semaine comme ça, c'est aussi sur l'aspect de fraîcheur que ça se joue. Et c'est peut-être aussi avoir des coéquipiers. Le maillot jaune n'en a plus. Les Australiens en ont. Est-ce que ça va jouer? Est-ce que une équipe peut décider de mener un train d'enfer au maillot jaune et essayer de le faire céder? Est-ce que c'est possible? Un train, ça va être difficile parce qu'il n'y a pas d'équipe qui sont plus de deux là. Il faut plutôt jouer sur les offensives. Dans les ascensions, ça va être compliqué. Moi, je tenterai plus dans les descentes ou les parties intermédiaires entre les ascensions. Vous misez la descente vers Bourg-Saint-Maurice? La descente ou la petite route de Villaroger avant l'ascension finale. C'est vrai qu'il faudrait qu'il y ait un petit groupe qui se dégage sans Bernal pour avoir une chance de le semer et de lier ses forces jusqu'à l'arrivée. Est-ce que les Français dans la descente peuvent peut-être jouer? Elle a été reconnue cette descente, c'est chez eux. Et ils peuvent peut-être mieux la négocier. Allez, je mets une petite bille sur une attaque dans la descente, peut-être d'Aurélien Paré-Peintre. Parlez-nous d'Aurélien Paré-Peintre justement, que vous connaissez bien. Vous êtes l'un de ses entraîneurs. Ouais, Aurélien, ça fait donc la 3e année qu'il est au centre de formation. Il suit une ascension progressive mais constante. Et puis là, il se révèle au meilleur niveau international. Il fait partie de l'équipe de France de manière intégrale sur la saison. Il a eu une saison un petit peu en demi-teinte parce qu'il a été blessé à 2 reprises. Et donc c'est vrai qu'il a misé beaucoup sur cette dernière partie de saison avec le Tour de l'Avenir. On a fait une grosse préparation en montagne avec la reconnaissance des étapes de montagne qu'il a refait avec l'équipe de France. Donc voilà, c'est un très bon descendeur aussi, c'est pour ça que je me permets d'anticiper le terrain qui va arriver. C'est un coureur complet. C'est un coureur complet, Aurélien Paré-Peintre. Il a gagné la classique des Alpes Juniors en 2013 et ça marque la classe d'un coureur. C'est vrai que les coureurs qui sont passés dans les rangs juniors, notamment sur la classique des Alpes, en s'illustrant sur cette épreuve,
font preuve de bonnes références et on les retrouve derrière au plus haut niveau international. Oui. Si vous nous rejoignez, on va quand vous rappeler ce qui s'est passé depuis le départ ce matin. Départ d'Albertville à 10h30 pour une arrivée tout à l'heure à Sainte-Foy-Tarentaise. Une étape sans repos pour les 144 coureurs. 3 difficultés. Le Cormet de Roseland qui a déjà été passé en ce moment même. La montée vers les Arcs, puis il y aura Sainte-Foy-Tarentaise. C'est clairement l'étape la plus dure de ce Tour de l'Avenir 2017. C'est là où certainement on connaîtra le vainqueur final. C'est vrai qu'hier il y a eu donc cette ascension sur les saisies qui était une montée sèche. L'équipe de Colombie a pris à sa charge le travail pour durcir la course jusqu'à la montée sèche, et puis Bernal a pu s'exprimer sur une montée. Aujourd'hui on a 3 ascensions et demie qui durcissent. Il faut vraiment être constant, gérer son effort pour pouvoir fournir le meilleur de soi-même dans la dernière ascension qui va sûrement être très rapide. Demain on aura une dernière étape de montagne avec l'arrivée en Maurienne au col du Mollard. Donc certainement un scénario qui va ressembler à la course d'hier, mais avec l'état de fraîcheur qui va jouer en plus. Donc voilà, 3 jours en haute montagne comme ça, il faut savoir les gérer. Et tout le monde n'a pas la chance de pouvoir s'entraîner dans ce type de décor. Il faut s'habituer à enchaîner les montagnes quand même. Ouais, ce ne sont pas des coureurs tous professionnels. Une course de 9 étapes, c'est long, c'est pas habituel pour des coureurs qui ont moins de 23 ans. Non, donc pour resituer le cadre, on a des coureurs espoirs, 19-23 ans. Ils sont pour certains déjà dans des équipes professionnelles, des équipes continentales ou pro-continentales, à l'image de Bernal, le maillot jaune. Et puis d'autres, comme nos Français par exemple, sont des coureurs d'équipes de division nationale. Donc c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le statut de professionnel. Certains sont même encore étudiants. Et voilà, on a des degrés d'entraînement qui sont différents, mais bon, chacun quand même une priorité sur le vélo. À ce niveau-là, on retrouve vraiment le gratin du cyclisme mondial. Mais c'est vrai que des coureurs comme Bernal évoluent déjà sur des courses où ils vont pouvoir courir avec des équipes comme la Sky ou comme BMC ou comme AG2R la mondiale. Et puis d'autres coureurs comme nos Français par exemple, à part lorsqu'ils sont stagiaires dans les équipes pro, ne côtoient pas les coureurs professionnels. Donc on a quand même des niveaux hétérogènes sur ce genre de course. Alors que la station des Arcs s'ouvre pour les coureurs, la station des Arcs, où s'était imposé Luc Leblanc, le champion du monde français en 1996. C'est la seule arrivée du Tour de France dans cette station des Arcs. Et derrière, il faudra redescendre vers pour Saint-Maurice. Est-ce que la tactique chez les jeunes, elle est aussi importante que chez les professionnels? On voit souvent la Sky verrouiller complètement des étapes. Est-ce que ça existe également chez les jeunes? Est-ce que la stratégie a son importance? On connaît la fougue de la jeunesse. Oui, bien sûr. On a des courses qui sont quand même plus dynamitées chez les jeunes. Après, comme je le disais, le niveau est assez hétérogène. Donc, quand on voit des équipes comme la Sky, il faut savoir qu'ils vont recruter les meilleurs coureurs du monde. Chacun pourrait être leader dans une équipe. Et voilà, ils ont la capacité de prendre en charge toute une course montagneuse. Ici, ce sont les meilleurs coureurs de chaque nation, mais tout le monde n'est pas grimpeur, tout le monde n'est pas excellent grimpeur. Donc voilà, quand le ménage se fait, on voit il y a 1-2 coureurs par équipe qui arrivent à accrocher le bon wagon. Et la stratégie, une fois que la course s'élève, a moins de place chez les coureurs espoirs. Après, il faut savoir gérer son effort quand même, savoir quand attaquer ou se préserver pour pouvoir attaquer plus tard au moment stratégique, observer ses adversaires, les mener à la faute peut-être sur des terrains où ils sont moins à l'aise. On voit par exemple le coureur danois derrière là qui est un peu moins à l'aise en descente. On peut faire des différences sur des terrains qui ne s'y prêtent a priori pas. Ouais, ce peloton maillot jaune, ce groupe de tête qui va entamer la descente. On a déjà vu un petit faux plat descendant et le peloton s'étirer énormément. Ça annonce une descente rapide
Il faut préciser qu'il a plu ce matin. Il a plu et si la route n'est pas encore totalement sèche, est-ce qu'on peut voir des surprises et des dangers peut-être pour certains coureurs? Là, je pense que la route est sèche. Maxence, maintenant, il a fait une bonne température. C'est vrai que si la route est mouillée, forcément, oui, bien sûr, hein, ça peut provoquer, ça peut pousser à la faute. Mais là, je pense que la météo maintenant est bonne et on n'aura pas de problème de ce côté-là. Là, on voit Aurélien Paré-Peintre à l'image, notre coureur français, accompagné de son collègue Valentin Madouas, le coureur de l'UC Nantes Atlantique. Valentin Madouas, c'est aussi l'un des leaders de cette nouvelle génération. Bien sûr, il a été champion de France élite l'année dernière. Il a déjà signé dans une équipe professionnelle, FDJ. La FDJ, tout à fait. Voilà. Et c'est le fils de l'ancien grimpeur Laurent Madouas. C'est de famille chez les Madouas. Il y a des gènes. Oui. Voilà, on voit les Suisses aussi qui sont représentés avec 2 coureurs. Bernal veille au grain, hein, il est en 5e position. Pour l'instant, il ne peut pas être mis en difficulté. On l'a vu tout à l'heure, être tout au bout du peloton, c'est un danger pour lui. Il ne va pas s'amuser à redescendre très souvent derrière. Ouais, il peut y avoir une phase d'observation où il descend voir un petit peu l'état des troupes, voir qui est avec lui, l'état de fraîcheur de ses adversaires. Mais c'est vrai que sa place est plutôt de se positionner dans les 5-6 premiers pour éviter justement qu'on lui fasse une cassure. Donc faire une cassure, c'est laisser 1, 2, 3 mètres qui peut vite devenir quelques secondes. Et puis du coup, ça serait à lui de faire l'effort pour revenir devant. Et voilà, il faut jouer avec ça. Il faut essayer de lui laisser des trous, comme on dit, pour qu'il multiplie les petits efforts qui peuvent coûter cher en fin de course. Il peut y avoir une coalition de certains coureurs qui se disent il est trop fort, il faut qu'on l'attaque à plusieurs. Et je pense qu'ils auraient tout intérêt, hein, parce qu'hier il a vraiment montré sa supériorité en montée sèche en tout cas. Donc s'ils attendent la dernière montée, il y a peu de chances qu'ils arrivent à le sortir. Alors que l'on suit le dernier coureur de la Russie, il me semble, dans cette échappée avec le maillot jaune. Et contre toute attente, eh bien, ce coureur, ce n'est pas Pavel Sivakov. Oui, Pavel a eu un petit coup de moins bien hier. Et aujourd'hui, par contre, hein, il était revanchard. Il a essayé. Il était dans les premiers attaquants. C'est lui qui a lancé ce groupe-là. Malheureusement, voilà, il a montré qu'il a fait une saison bien pleine et que c'est difficile d'être aux premières loges toute l'année. La fatigue l'a rattrapé. Il a payé un peu ses efforts effectivement et a dû laisser partir le groupe sans lui. On va le rappeler, Pavel Sivakov, c'est quand même le triplé inédit dont vous nous parliez tout à l'heure, vainqueur de la Ronde de l'Isard, du Baby Giro, le Giro des espoirs. Il est également vainqueur du Tour du Val d'Aoste cette année. C'est un très grand coureur. Ses 2 parents étaient également professionnels. Et il pourrait être français bientôt. Ça va être à lui de choisir. Il a la possibilité d'avoir les 2 nationalités. Il est arrivé en France à l'âge de 2 ans en Haute-Garonne. Ouais, tout à fait. Bon, on ne sait pas trop. Quand on l'interroge, il ne sait pas trop là où il va s'orienter. Pour l'instant, il est russe. Il est approché par plusieurs équipes professionnelles également. Dont la Sky de Chris Froome. Tout comme Bernal d'ailleurs. Ah. Problème de vélo. Le coureur italien. Matteo Fabro, hein, qui avait fait une belle prestation l'année dernière sur le Tour de l'Avenir. Il était bien placé au général l'année dernière. Cette année, c'est toujours pas mal Matteo Fabro. Hein. Il est 6e à 1,09 du leader du classement général, Egan Bernal, le Colombien. La Colombie, c'est une nation de vélo. Il y a Hector Urrego, le journaliste historique du cyclisme colombien, a même dit, avant ce Tour de l'Avenir,
On a une très bonne équipe de Colombie. Le niveau est très élevé chez nous. Alors pour faire partie de cette sélection, il faut faire partie des meilleurs. Clairement, nous venons en favoris. Ils sont en train de le prouver, tant chez les sprinteurs que chez les grimpeurs. C'est vrai que c'est une nation qui a toujours été présente en montagne surtout. On a eu beaucoup de... Voilà, ils étaient connus, les Colombiens, pour leurs accélérations incessantes en montée. Là, on a des sprinteurs qui émergent. C'est vrai que là, ils ont des coureurs polyvalents sur tous les profils. Ça devient une nation vraiment importante en cyclisme, à l'image de nos coureurs pros au plus haut niveau. La Colombie qui a déjà gagné 5 fois ce Tour de l'Avenir. Les derniers noms, Nairo Quintana en 2010, Esteban Chavez en 2011, Miguel Ángel López en 2014, c'est tous devenus des pointures aujourd'hui chez les professionnels. C'est ce qui attend Egan Bernal. En tout cas, c'est ce que tout le monde attend de lui. On attend beaucoup sur lui. Il faut savoir qu'il avait un contrat assez important dans son équipe italienne. On l'avait engagé, je crois, pour 6 ans. Et donc, l'équipe qui rachète son contrat a eu confiance en lui, puisque pas à la fin de son contrat. Ils ont racheté son contrat pour qu'il puisse évoluer dans les rangs professionnels. Donc c'est vraiment qu'on envisage dans son potentiel un homme très très fort pour les grands tours à venir. C'est un vététiste de formation. Alors ses qualités l'ont naturellement guidé vers la route. Comment est-ce que les équipes professionnelles, les entraîneurs voient que ce garçon a quelque chose en plus? C'est vrai que déjà les VTTistes, les très bons VTTistes font très souvent des très bons routiers. On a eu l'exemple français avec Jean-Christophe Perrault. Nous, au centre de formation, on a eu la chance d'avoir des jeunes coureurs comme Jordan Sarrou qui a été champion du monde, Hugo Pigeon, Clément Champoussin actuellement. Voilà, ce sont des VTTistes qui sont très bons sur la route. Ils ont des qualités explosives, ils ont des qualités de grimpeurs. Et voilà, quand on a des coureurs qui sont... Oula, petite sortie de route pour notre Suisse. Quand on a des coureurs qui sont bons en VTT, on jette un œil sur eux quand même. Et puis voilà, Bernal, il a quand même aussi fait de la route rapidement. Il s'est vite illustré au meilleur niveau. Et c'est un manager italien qui l'a détecté et qui a misé sur lui, sur son potentiel. Et le raison, il s'est illustré sur le Tour de Sibiu, sur... Tirreno Adriatico, je le disais, ou sur des épreuves très montagneuses comme le Tour de Savoie-Mont-Blanc. Il avait terminé aussi 4e du Tour de l'Avenir l'année dernière. Alors qu'on a vu sur l'image la petite sortie de route, les descentes, ça peut faire la différence, vous le disiez tout à l'heure, et c'est peut-être déjà en train d'en faire. Le groupe est très étiré. Ouais, la descente pour l'instant ne se prête pas vraiment à faire des cassures, c'est quand même des grands bouts droits, les courbes sont facilement négociables. Donc là, il est un peu difficile de faire la différence. Voilà, mais on voit nos coureurs danois qui sont un petit peu moins à l'aise dans les descentes, les courbes sont moins bien anticipées, il y a des rectifications de trajectoire. Comment est-ce qu'on travaille ça à l'entraînement tous les jours, vous qui les côtoyez, ces jeunes de la descente, c'est tellement particulier. C'est vrai qu'il faut pratiquer de la descente. Ce qui est difficile, c'est qu'à l'entraînement, on n'a pas l'intégralité de la route. Donc voilà, on a quand même une notion de sécurité à respecter. Donc nous, on demande par exemple à l'entraînement de faire les descentes, vraiment, de descendre à fond, en respectant le côté droit de la route, ce qui permet d'accentuer la difficulté de trajectoire, respecter la sécurité et en même temps de travailler les descentes, parce que c'est comme le chrono, c'est comme les ascensions, il faut travailler la posture, il faut travailler l'agilité, il faut travailler la décontraction sur le vélo. Et puis il faut savoir détacher son regard pour anticiper les trajectoires. Et on voit que votre travail paye. Vous avez notamment eu Romain Bardet qui est aujourd'hui un très bon descendeur. Et il n'a pas peur. C'est aussi ça, il ne faut pas avoir peur en descente. Ouais, c'est vrai qu'on cultive un petit peu le travail de la descente à Chambéry. Et maintenant que le groupe pro se renforce de coureurs du centre de formation, on a la culture qui s'est propagée à l'équipe pro et on voit souvent les coureurs d'AG2R la mondiale tenter des choses dans la descente. Alors que là on a déjà une cassure pour 3 coureurs
qui n'arrivent pas à suivre le train devant. Le maillot jaune, lui, pour l'instant, pas de problème. Toujours dans les 4 premiers de cette tête de course. Et une descente menée, tambour battant. C'est la nouvelle position de la descente. On l'avait vu avec Chris Froome. Est-ce que c'est une nouvelle position, pédalée, allongée, qui est travaillée à l'entraînement, ou c'est quelque chose de naturel, un coureur va le faire, va l'essayer? Non, c'est un coureur à l'époque espoir qui avait innové ça, Maurice, qui est maintenant chez les professionnels. Et ça paraissait une position abracadabrante. Et en fait, effectivement, elle a été étudiée au niveau de l'aérodynamisme, au niveau de l'agilité, et c'est la position la plus efficace. Après, faut-il encore la travailler et puis la maîtriser. Être capable de pédaler comme ça assis sur le tube, c'est pas évident. Mais voilà, faut pas le préconiser chez les tout jeunes, hein. Il faut un petit peu d'entraînement. Mais c'est vrai que c'est la position qui permet d'aller le plus vite en descente. Donc on voit de plus en plus les coureurs l'adopter. Tout le monde n'arrive pas à l'utiliser à son maximum en pédalant. C'est assez difficile, c'est un peu inconfortable au début. Voilà, mais une fois qu'on la maîtrise, c'est vrai que on est relativement efficace et on voit des coureurs faire des écarts assez impressionnants, rapidement. Pour l'instant, pas d'attaque en tête de ce Tour de l'Avenir, de cette 8e étape. Pas d'attaque, ça sent quand même bon pour Bernal si personne ne l'attaque avant cette montée finale vers Sainte-Foy-Tarentaise. Ouais, surtout qu'il va falloir lui reprendre son temps bonus d'avance. Donc c'est vrai que plus on se rapproche de Bourg-Saint-Maurice, plus ça sent bon pour Bernal. Presque étonnant que personne ne tente quelque chose dans cette descente déjà. Oui, j'ai lu dans les différentes interviews de ses principaux adversaires que chacun envisageait courir plus ou moins pour la 2e place maintenant. Donc est-ce que tout le monde n'est pas battu déjà? On se pose la question. C'est vrai que bon, après c'est vrai que la descente ne se prête pas vraiment à faire des écarts. Il y a pas on voit qu'il y a des longs bouts droits. Il n'y a pas d'enchaînement de courbes qui permettrait de faire des écarts sur la technique. Presque résigné ses adversaires, tellement le Colombien paraît au-dessus, une jambe au-dessus, un pied au-dessus, un coup de pédale au-dessus de tous ses concurrents. On verra, quand on va traverser Bourg-Saint-Maurice, on va aller ensuite emprunter la petite route de Villaroger. Là on enchaînera des petites montagnes russes qui vont peut-être permettre des offensives. On sera sur des petites routes, on va enchaîner des ascensions, des redescentes, des courbes. Ça peut permettre un petit groupe de s'isoler. Voilà, mais il faudrait effectivement qu'il y ait 2-3 coureurs qui arrivent à se détacher. Là on voit sur la descente, quand on ne sait pas bien descendre, on peut vite prendre un trou, et ce sont des efforts qu'il faut éviter, parce que forcément quand on concède comme ça des secondes, on répète les efforts pour pouvoir revenir, et tous ces efforts se payent dans l'ascension finale. Et on ne se rend pas compte forcément à l'image, mais ça va vite dans la descente, près de 60 km/h certainement pour les plus rapides, 60 peut-être même plus. Oui, peut-être même plus, oui, effectivement, 60-70 km/h. Alors que pour Thiago Antunes, ça risque d'être compliqué désormais de raccrocher avec le coureur danois. C'est important d'avoir en vue les gens qui sont devant. Ouais, ils vont bientôt plus les avoir. Est-ce que ça peut faire quelque chose? Ouais, tout à fait. C'est vrai que tant qu'on a un point de vue, ça permet d'avoir une cible. Le regard dans la descente est très important pour anticiper les courbes, comme je le disais, mais aussi pour... Voilà, on voit le compteur de la moto, on est à 80 km/h pour les derniers. Donc c'est important d'avoir le point de vue, ça permet d'anticiper les trajectoires. Hein. Les derniers, là, ils voient la file, le bout de la file, pour voir un peu les courbes qu'il faut adopter. Et puis on va dire que mentalement ça permet de garder un point de vue, un objectif pour le retour. Là ils vont peut-être pouvoir rentrer ces 2 coureurs, mais ils concèdent des efforts importants au pied de la dernière ascension. Je pense qu'ils s'en seraient bien passés.
Et ils vont les payer, ces efforts, certainement dans la dernière ascension vers Sainte-Foy-Tarentaise. Une dernière ascension de 6,5 km à 6,5%. Dans un petit peu plus de 12 km désormais, ça sera la bataille finale de cette 8e étape partie ce matin d'Albertville, et dont un petit groupe s'est échappé, dont le maillot jaune, dont tous les principaux favoris de ce Tour de l'Avenir 2017. Egan Bernal, James Knox, Björn Lambrecht ou encore Lucas Hamilton, l'Australien. Alors qu'on voit Dino Mader, le Suisse, qui lui a très bien négocié sa descente, qui a pris une dizaine de mètres d'avance. Ça ne sera pas suffisant a priori. Ouais, je pense qu'il faut essayer de toute manière. Après, on va arriver dans l'ascension et sur une montée sèche, on a vu que Bernal était difficilement prenable. Donc il faut essayer sur ces terrains de jonction. Donc voilà, s'il pouvait éventuellement avoir un peu de renfort, ça serait bien. On voit 3 coureurs qui se sont détachés un petit peu du groupe de tête. Il faudrait que ça puisse se regrouper un petit peu à l'avance pour pouvoir envisager prendre assez d'avance avant la montée vers Sainte-Foy. Ils vont mener la chasse pour essayer. Valentin Madouas. Valentin Madouas qui s'échappe également avec le coureur suisse. Valentin Madouas qui est le fils d'un ancien coureur, d'un ancien grimpeur. Lui est aussi un grimpeur et lui peut-être peut aller chercher une victoire d'étape. C'est l'objectif de l'équipe de France certainement ce matin au briefing. Ouais, Valentin c'est un coureur assez complet. C'est pas un grimpeur pur, mais voilà, c'est une force de la nature, on va dire. Et il a montré déjà l'année dernière sur le Tour de l'Avenir qu'il pouvait être longtemps avec les meilleurs dans la montagne. Et là encore aujourd'hui on voit sur une étape où les ascensions s'enchaînent qu'il est encore là au pied de la dernière ascension à 17 km de l'arrivée et il peut aller jouer la victoire finale. Alors certainement que le briefing de l'équipe de France c'était effectivement de sauver au moins une victoire d'étape. C'est vrai que le classement général paraissait un peu plus compliqué ce matin, puisque les meilleurs coureurs, Victor Lafay et Aurélien Paré-Pinte, étaient relégués à 2 minutes. Donc voilà, il faut profiter de cette marge de manœuvre pour prendre les offensives, prendre de l'avance et essayer d'aller chercher la victoire d'étape. Et pourquoi pas, si ça se regarde un petit peu derrière, remonter au général. Voilà, un trou, 13 secondes d'avance pour ces 2 coureurs, dont Valentin Madouas, le français. L'équipe de France qui est tenante du titre grâce à David Gaudu, qui s'était imposé l'année dernière au Tour de l'Avenir. L'équipe de France, ça reste la nation qui a le plus remporté ce Tour de l'Avenir. Ça veut dire que l'équipe de France a les moyens tous les ans d'avoir des coureurs capables d'aller battre les meilleurs du monde. C'est vrai qu'on a des coureurs plutôt... On a des bons grimpeurs en France. Donc sur le Tour de l'Avenir, on a souvent eu des coureurs qui ont pu s'illustrer. Pierre-Yves Châtelon mène à la perfection ses troupes et connaît aussi la stratégie à mettre en place le long de la semaine. Là, cette année, ça sera peut-être un peu plus compliqué d'aller chercher le classement général. On a perdu trop de temps hier. Mais voilà, au moins aller sauver une victoire d'étape, ça serait important. On a vu, c'est Bernal en personne qui fait l'effort derrière pour aller chercher les différentes offensives. Ses concurrents n'ont pas à le faire, ils le laissent faire justement pour peut-être l'attaquer. Il va faire les efforts, on va l'attaquer au pied du dernier col. Voilà, le but effectivement c'est de le laisser multiplier les différents efforts. Il a un peu de marge de manœuvre, mais voilà, si tout le monde se ligue un petit peu contre lui, il va être obligé d'aller chercher tout le monde. Et au bout d'un moment, ça va coincer. Là, on voit les coureurs australiens qui ont mis en route aussi, avec le coureur suisse. Les coureurs suisses, on a 2 coureurs suisses. Les Australiens avec Lucas Hamilton dans leur rang, le 4e du classement général. L'Australien, c'était l'un des favoris dès le départ également. Allez, on voit déjà Bernal qui ramène tout le monde à la raison. On ne se rend pas forcément compte lorsque l'on ne fait pas de vélo. Ramener tout un peloton, être celui qui mène, c'est plus fatigant que d'être juste derrière alors que l'on roule à la même vitesse. Bien sûr, il faut lutter contre les éléments, donc on lutte contre le vent. Là, dans la montagne, l'élément à vaincre c'est plus la pente, mais on a toujours quand même un effet d'aspiration et on cherche en général à s'économiser en n'étant pas le premier, en étant dans la roue d'un de ses équipiers ou de ses concurrents
pour économiser son énergie. Et puis quand on se dévoile à la fin, quand on va brûler son énergie dans le vent, voilà, le stock d'énergie descend vite, donc il faut s'économiser. Mais là, le maillot jaune est obligé de répondre. C'est à lui de défendre son maillot, puisque tout le monde se ligue un petit peu contre lui. Donc il est obligé de faire l'effort. Et là, c'est vrai qu'il a 15 km à défendre, 15 km à répondre aux attaques. Donc là, il est obligé de mener un train régulier. Hein. Faut pas qu'il s'affole, faut pas qu'il aille chercher toutes les attaques au sprint. Donc ce qu'il fait, il impose un rythme important, autant qu'il peut. On voit que c'est efficace parce que tout le monde est en file indienne. Hein. Il n'y a certainement personne qui a envie d'aller lui prendre un relais. Et ça va le fatiguer pour la montée finale. Ça va le fatiguer, mais regardez, ses adversaires ont du mal à creuser l'écart. Hein. Donc les autres ne peuvent pas rouler plus fort que lui pour l'instant. Au train, Egan Bernal qui va ramener certainement tout le monde sur les 2 échappées. Egan Bernal qui s'est imposé hier et qui a pris le maillot jaune hier. Si vous nous rejoignez, bienvenue sur ces routes. On est parti ce matin d'Albertville, 10h35 pour une arrivée à Sainte-Foy-Tarentaise dans 14,5 km. On vous le rappelle, il y a un groupe d'échappés qui est parti très vite dès les pentes du Cormet-de-Rozan. C'était la première difficulté du jour, 19,6 km à 6,2%. Il y a eu ensuite la montée des Arcs, 12 km, puis la descente vers Bourg-Saint-Maurice. Et dans quelques kilomètres, la dernière difficulté, la montée vers Sainte-Foy-Tarentaise. Et c'est là que tout devrait se jouer pour cette étape et peut-être pour le classement final si Egan Bernal, comme on peut le penser, assomme définitivement ce Tour de l'Avenir. Là on voit nos 2 coureurs qui ont fait déjà un petit peu le trou quand même. Donc on a Madère pour la Suisse et Storer pour l'Australie. Donc là on va emprunter la petite route dont je vous parlais, la petite route parallèle. Ça va être à l'avantage des échappés hein, parce qu'on a des routes tortueuses au milieu de la forêt. On n'a pas toujours la visibilité. Donc ça va avantager les échappés. C'était bien joué. Hein. Il faut de toute manière jouer sur ces jonctions entre les ascensions pour essayer de faire la différence. Et puis laisser rouler Bernal et puis voilà, laisser s'user et attaquer derrière pour essayer de se regrouper à 4-5 à l'avant et être capable de rivaliser avec lui dans la dernière ascension. Alors qu'on voit Björg Lambrecht à l'arrière de ce groupe de poursuivants, est-ce que c'est pas un petit peu dangereux là de rester tout au bout de ce peloton si jamais il y a une accélération devant d'un des favoris ou peut-être même du maillot jaune? Là pour l'instant je pense que c'est difficile d'accélérer. Hein. Bernal mène quand même un train important. Ça y est, on voit les 2 échappés sont résignés. Donc il se repose à l'arrière et ça m'étonnerait pas qu'il retente. Lambrecht. C'est de toute façon l'une des dernières chances pour attaquer le maillot jaune. Egan Bernal aujourd'hui, peut-être demain, mais il faudra être solide quoi qu'il arrive aujourd'hui, alors qu'on voit qu'il y a déjà des coureurs peut-être en difficulté, ouais, et notamment Aurélien Paré-Pinte et Fabro pour l'Italie. Il faut qu'ils s'accrochent. Cette première partie est raide, hein. On se rend pas bien compte à l'image, mais c'est vraiment raide. Ça dure pas très longtemps, mais surtout qu'Egan Bernal a l'air de il impose le train tout seul, visser sur sa selle et il pédale. Vous vous rendez compte qu'il est quand même isolé depuis le Cormet-de-Rozan et il fait le travail à lui tout seul. Solide, ce Colombien qui rejoindra certainement même c'est sûr la Sky de Chris Froome l'année prochaine. C'est le digne successeur de Nairo Quintana. Peut-être même plus. Ouais, on verra. Après, c'est vrai que quand on passe dans les rangs professionnels, il y a encore un coche à passer. Bon, il n'est pas novice, hein. Il a déjà couru sur des courses de très haut niveau avec des équipes comme ça. Mais pour être capable de peser sur toute une saison et vraiment être en mesure de rivaliser sur les grandes courses, les grands tours, il y a encore du travail. Mais il est en bonne voie, c'est vrai. Ça veut dire que ces coureurs-là, on ne les retrouvera pas forcément plus tard dans le peloton professionnel du Tour de France. Non, malheureusement, il y a peu d'élus, tous ne passent pas professionnels. En tout cas, ceux qui sont là ont le plus de chances d'un jour intégrer les rangs professionnels, mais tous ne passeront pas pro, non.
Alors que Matteo Fabro est en train de lâcher. Matteo Fabro, le 6e du général, qui est en train de lâcher. C'est une surprise de le voir lâcher dès ses premiers kilomètres de montée. Ouais, comme je le disais, l'enchaînement est difficile. On n'a pas l'habitude d'enchaîner des courses de 10 jours comme ça, avec les étapes de montagne concentrées toutes en fin de semaine. Et le rythme est élevé. Hier, tous les coureurs étaient unanimes pour dire que la Colombie a vraiment mis un train d'enfer toute l'étape, a usé tout le monde. Et il est difficile d'enchaîner les jours, les ascensions. On travaille à l'usure. Et aussi une étape comme celle-là avec 3 difficultés, c'est quelque chose d'assez rare aussi peut-être pour ces jeunes. Des courses de montagne, c'est vrai qu'il n'y en a pas énormément. Donc, voilà, pour les citer, on les a déjà dit, la Ronde de l'Isère, le Tour Savoie-Mont-Blanc dans la région, le Tour de Val d'Aoste. Voilà, c'est vrai qu'on n'a pas énormément de courses où on fait de la vraie montagne. Les Italiens sont pas mal dotés, on a beaucoup de courses en montagne chez les Italiens, mais des enchaînements de 3 grands sommets comme ça, c'est quand même rare. C'est donc particulier à préparer pour vous, entraîneur de Chambéry, parce que vous en connaissez beaucoup. Vous en avez combien des coureurs Là, j'ai 6 coureurs présents sur le Tour de l'Avenir. Donc Aurélien Paré-Peintre en équipe de France. On a 4 coureurs dans l'équipe Auvergne-Rhône-Alpes qui était donc invité. Et Kevin Genietz dans l'équipe du Luxembourg. Alors comment on prépare un Tour de l'Avenir puisque c'est si spécifique? Donc pour les coureurs dont on a la quasi-certitude qu'ils vont participer, c'est vrai que c'est une préparation qui est longue en amont. Il faut prévoir ça dès le début de saison, même si on n'a pas la certitude qu'on arrivera jusque-là fin août. Mais voilà, il faut déjà être capable d'enchaîner les jours de course et puis prévoir plusieurs coupures pour arriver avec de la fraîcheur sur la fin de saison. Et puis quand on se rapproche de l'objectif, il faut vraiment travailler le coup de pédale en montagne. Donc on va multiplier les stages en montagne, travailler l'effort spécifique et puis apprendre à répéter les efforts dans les ascensions. Donc ce sont des efforts sur du type d'intensité à répétition par intervalle training comme on dit, sur plus ou moins long. Et voilà, on a travaillé ça notamment avec Aurélien ces dernières semaines. Et puis après, il faut arriver quand même avec relativement de fraîcheur sur le dernier bout droit. Parce que c'est vrai qu'on ne peut pas se permettre d'arriver fatigué avant une épreuve de 10 jours comme ça. Alors qu'on voit Aurélien Paré-Peintre qui a réussi à revenir, mais il reste derrière. Ça va être compliqué de suivre certainement les leaders de ce Tour de l'Avenir dans la montée finale. La pente s'est calmée, donc ça a permis un petit peu des regroupements. On voit que Bernal insiste. De toute manière, il a plus le choix, Bernal, parce que si jamais il concède, il baisse l'allure, il va se faire attaquer. Donc il est obligé de montrer qu'il est fort, il est obligé de jouer sur le mental de ses adversaires. On voit Knox qui a un problème. Il a crevé. Changer de roue, changer de vélo ou changer de roue. Et ça veut dire perdre pas mal de temps derrière. Il va falloir revenir, ça va être compliqué aussi ça. Non, parce que certainement que sa voiture est juste derrière. Là, il y a des écarts entre les groupes. Donc la voiture de chaque représentant est juste derrière. Après, ce qui est difficile, c'est vrai que la route est étroite. Donc il va être obligé de s'arrêter. Mais bon, en général, ça se passe bien. Les mécanos travaillent assez rapidement. Là, l'allure a redescendu un petit peu. On voit des coureurs qui essayent de se replacer. On voit Björk Lambrecht qui essaye de replacer. De remonter. Mais Egan Bernal, à la manière d'un Chris Froome presque, vissé sur sa selle, qui amène un train, une allure énorme. Ce qui empêche les attaques de ses adversaires. Mais c'est compliqué à tenir peut-être encore sur 11 km pour un jeune coureur comme ça. On va voir s'il est capable de tenir. Enfin, on voit le travail de l'équipe britannique. L'important, c'est de ne pas s'affoler. Il faut que le coureur descende de son vélo, laisse travailler le mécano. Voilà. Et après, on l'aide à repartir. Un petit sprint pour le mécano du team de Grande-Bretagne. Il va être obligé de fournir, c'est vrai, un petit effort pour rentrer.
Mais là, à ce moment-là, sur un ennui mécanique, les commissaires ne font pas de barrage, hein, c'est-à-dire qu'ils laissent passer les voitures, ce qui permet de faciliter le retour. Voilà, quand on est écarté du groupe des favoris sur une défaillance, on fait un barrage, c'est-à-dire qu'on ne laisse pas passer les voitures, parce qu'il faut revenir à la régulière. Quand c'est sur un ennui mécanique, on facilite le retour du coureur, donc on laisse passer les voitures. Ça permet de favoriser un petit peu l'abri pour le retour. On va le rappeler, James Knox, le deuxième du classement général, à seulement 1 minute du maillot jaune Egan Bernal. James Knox, c'est une surprise, on ne l'attendait pas forcément. C'était en tout cas peut-être pas lui le leader de la Grande-Bretagne. Ah, c'est quand même pas un inconnu, hein, Knox. Hein. Il était déjà sur les premiers rôles sur la ronde de l'Isère. 4e en 2016. Voilà, hein, c'est un très bon grimpeur. Vous voyez, il rentre sans trop de difficultés. Donc, ça veut dire aussi que le groupe maillot jaune a ralenti l'allure. Bon, quand le deuxième du classement général a un ennui mécanique, on évite d'attaquer à ce moment-là. Il n'y a pas de déontologie, hein, il n'y a pas de règles, mais voilà, on essaye de préserver l'équité sportive. On l'a vu sur le Tour de France avec Chris Froome qui avait fait un tout droit et personne qui n'avait attaqué, tout le monde l'avait attendu. On respecte les leaders. C'est une forme de respect. Après, il n'y a rien qui est écrit. Hein. Si on veut gagner une course, il faut user de tous les éléments. Et puis, c'est vrai que l'ennui mécanique fait aussi partie de la course. Hein. Mais voilà, bon, après, à ce moment-là de la course, le terrain ne se prête pas forcément non plus à attaquer. Après, on va plus avoir beaucoup d'occasions maintenant. Hein. Donc, va pas falloir qu'on se regarde trop longtemps. Plus on se rapproche du pied de l'ascension finale et plus on favorise le maillot jaune de Bernal. Pour l'instant, les deux Australiens qui sont collés dans sa roue, qui attendent, notamment Lucas Hamilton, qui risque certainement, alors que là, a priori, il y a une attaque. Une attaque, mais le maillot jaune qui répond tout de suite. Voilà, c'est un Australien qui tente de s'échapper, mais Egan Bernal qui fait revenir tout le monde en patron très rapidement. Il faudrait être capable d'enchaîner les attaques pour le fatiguer, hein, parce que sinon ça va être compliqué. Mais si les coureurs ne le font pas, c'est que l'allure a été impressionnante, qu'il a dégoûté tout le monde. Tout le monde est certainement un peu à fond et on voit que les coureurs qui essayent d'attaquer ont du mal à faire la différence. Et vous disiez, tout le monde peut-être joue la deuxième place, et si tout le monde se regarde pour la deuxième place, ça va faire le jeu d'Egan Bernal qui n'aura presque plus rien à faire. Ouais, tout à fait. Demain, ça sera difficile de renverser la vapeur. Après, on peut prendre l'étape d'aujourd'hui pour l'user et dire qu'on met tout demain. Mais voilà, c'est quand même un coureur qui a montré qu'il était capable d'enchaîner les jours, de récupérer, de reproduire les efforts au fil des jours. Et ça veut dire espérer une défaillance finalement d'Egan Bernal? Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de coureurs qui misent plus que là-dessus. Hein, mais bon, je pense que là, il faudrait quand même essayer de l'user un maximum et pas attendre demain, parce que si on se cantonne à la montée sèche du col du Mollard, il y a peu de chances que Bernal ait une défaillance sur cette dernière ascension. Et sur ces courses-là, il n'y a pas d'oreillette, contrairement à chez les professionnels. Et ça change aussi pas mal de choses peut-être. Ouais, tout à fait. C'est vrai que depuis quelques années, les oreillettes sont réservées aux coureurs pro sur les World Tour notamment. Et du coup, la stratégie doit être mise en place sur le briefing de manière précise. On soigne aussi les débriefings, hein, revenir sur les faits de course. Voilà, ça nécessite au directeur sportif d'être vigilant sur ce qui se passe, mais aussi de faire participer les coureurs, de rendre les coureurs acteurs de leur course, de leur briefing, de leur débriefing. Parce qu'après, une fois qu'on est dans la voiture, vous voyez que là, on a peu l'occasion d'intervenir. Il faut que le coureur redescende à la voiture, donc on en profite lors des ravitaillements à la voiture, à la portière. Ou alors on met un petit coup de klaxon pour faire descendre le coureur. Mais là, quand ça se joue comme ça au tempo, hein, c'est quand même difficile de demander à un coureur de redescendre, de concéder 10 mètres sur le reste du groupe pour préfournir l'effort pour revenir. Donc on l'a vu, c'est Jay Hindley qui a 12 secondes d'avance. Jay Hindley, vainqueur d'étape cette année sur le Baby Giro. Donc c'est aussi un concurrent
pour une victoire en tout cas d'étape. Ouais, les Australiens sont assez offensifs. Depuis le début, on les voit essayer avec les Suisses. Ouais, c'est pour l'instant presque la seule nation qui essaye de mettre à mal Egan Bernal. Étonnant presque l'attitude du Belge Björn Lambrecht par exemple. C'est un petit peu son défaut, on l'a vu sur plusieurs courses. Björk il attend souvent le dernier moment et malheureusement sur des montées sèches ça suffit pas, alors qu'il a de grandes qualités de grimpeur. Il est capable de provoquer plusieurs attaques successives. Je pense qu'il devrait plus jouer sur ce jeu là, mais malheureusement il est plutôt attentiste là malheureusement et ça va pas jouer en sa faveur. Il est très très jeune Lambrecht, 20 ans seulement comme Egan Bernal, et peut-être que c'est aussi ça la maturité qu'il va falloir gagner pour remporter une épreuve comme le Tour de l'Avenir. Ouais, il faut qu'il gagne en confiance. Ensuite c'est vrai que les adversaires il les connaît, il a eu l'occasion de les affronter sur les différentes épreuves passées et il sait que ça va être difficile de... Voilà, il a peur de se sacrifier, donc s'il a misé, lui était un des coureurs qui disait qu'il courait pour la 2e place maintenant. Peut-être qu'il a abandonné la victoire et préfère garder ses forces pour la dernière ascension. 10 secondes d'avance pour Jay Hindley qui est à 1,29 au général. Ça reste quand même quelqu'un qui peut-être aller déranger le maillot jaune. On n'aurait pas misé sur lui, mais il est en train en tout cas lui de prendre sa chance au contraire des autres. Oui, si l'année dernière c'était déjà un coureur qui faisait partie des protagonistes principaux. Ils ont intérêt à multiplier les attaques, mais ça sera difficile de faire le trou tout seul. Il faudrait qu'il y ait des coureurs derrière qui tentent d'enchaîner sur ces différentes offensives pour permettre un regroupement de 3-4 coureurs à l'avant. On aura plus de chances de lutter contre l'effort solitaire de Bernal. On voit là les coureurs sur la selle. On avait l'habitude de voir par exemple un Richard Virenque très aérien. Est-ce que ça change quoi? Est-ce qu'il y a une position préférentielle que vous pouvez dire à vos coureurs? Celle-là, il vaudrait mieux l'adopter. Alors qu'on voit Aurélien Paré-Peintre lâcher au train. Non, donc pour répondre à votre question, vous parlez de la danseuse par exemple, avec le terme technique. Donc la danseuse, ça va plus être une position pour accélérer, pour attaquer ou pour relancer. Après, quand le tempo est en route, qu'on a pris l'allure, voilà, c'est quand même plus aisé de rester assis sur la selle, d'avoir un pédalage fluide et régulier, de soigner son coup de pédale pour économiser les déperditions d'énergie de droite et de gauche. Après on voit quand même les coureurs se mettre en danseuse pour se relaxer. On fait travailler d'autres groupes musculaires, ça permet de se relaxer, soulager le postérieur aussi. Alors que là ça y est, on rentre dans l'ascension finale vers Sainte-Foy-Tarentaise. Il reste 6,3 km, ça sera à plus de 6% de moyenne. C'est là où tout va se jouer, c'est là où peut-être maintenant, désormais, il faut attaquer le leader du classement général, le maillot jaune, Egan Bernal, le Colombien de 20 ans. C'est l'une des dernières chances. Vous voyez que malheureusement, ce ne sont pas les autres qui dictent la loi, c'est vraiment lui qui met l'allure. Mais les leaders arrivent à tenir pour l'instant. Ouais, mais il a réduit le groupe à 7 unités. Est-ce que tous les coureurs ont le même développement de vélo? On sait qu'ils n'ont certainement pas tous la même chose. Comment est-ce qu'ils le choisissent et à quoi ça correspond? Il me semble 50-39, 52-39, ce genre de choses. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est, ce à quoi ça correspond? Ouais, donc en général on est plus sur des développements 53-11, 52-11 au niveau du gros plateau et petit pignon. Donc ça c'est ce qui permet d'emmener le braquet avec le plus de force. Donc ça veut dire c'est les petits pignons. Petit pignon, gros plateau, 53 gros plateau, petit pignon le 11. Donc voilà, maintenant tous les coureurs ont un petit peu ce profil. C'est un braquet qui permet d'emmener assez de force sur le plat quand ça roule vite ou en descente. Et après, là où ça va jouer, c'est surtout pour les ascensions. Où là, on va choisir un plateau et
un petit plateau et un grand pignon qui peuvent varier. Donc sur des étapes de plaine, on va miser sur un plateau de 42, où maintenant les coureurs voilà, en 42, 25, 26. On a des cassettes qui s'étagent en 11, 26 en général. Et puis quand on arrive sur les étapes montagneuses, on va plutôt miser sur des 39, 28. Là, on a des coureurs qui sont très véloces, qui vont même parfois passer sur des 30 ou 32, on a vu même. Mais voilà, quand on met ce braquet, c'est qu'on va pas jouer pour la victoire finale en général. C'est pas le braquet d'Egan Bernal aujourd'hui. Non, mais la tendance va quand même, à mouliner quand même. Alors que Egan Bernal a fait le travail au train, ils ne sont plus que 7 désormais. Et on lui passe le relais. Est-ce que c'est pas un petit peu étonnant presque? Il faudrait attaquer. Personne pour l'instant n'arrive à le décrocher, Egan Bernal. Ouais, l'allure a été impressionnante jusque-là. Il les a fatigués, c'est lui qui a réussi à les fatiguer. Il les a fatigués, il se pose en observateur maintenant. Et là ça s'observe et ça y est, ça part. Dans ces 5 derniers kilomètres, ça risque d'être des attaques incessantes. Est-ce que Egan Bernal va réussir à résister? On peut le penser. Mais rien n'est joué. Son adversaire principal, hein, c'est pas forcément le Danois. Hein. Lui, il doit surveiller surtout Knox. Donc c'est plus à Knox maintenant d'attaquer. Hein. Bernal, maintenant, il est dans les 4 derniers kilomètres. Il risque plus grand-chose. À moins qu'il prenne vraiment une grosse défaillance. C'est plus à Knox de faire l'effort maintenant. Et Bernal réagira à ce moment-là. Là, désormais, les Belges, ils sont 2. Est-ce que ça peut jouer? Est-ce que le deuxième coureur belge ne peut pas essayer d'emmener Lambrecht très fort et de faire casser Bernal? Ils auraient tout intérêt effectivement de lancer Plankert. Non, pardon, c'est Steph Kras qui est devant normalement. Ils auraient tout intérêt à le lancer, mais ils attendent. Puis on se rapproche de l'arrivée. Et ça s'observe. Voilà. Il ne faudrait pas que ça s'observe trop longtemps. Enfin, pour Egan Bernal, il faudrait que ça s'observe très longtemps. Pour l'instant, c'est son jeu. Hein. Il a pris les devants quand il fallait. Il a fait les crémages, il a fait le tempo, il a dégoûté tout le monde, il a asphyxié tout le monde. Maintenant, c'est aux autres, s'ils veulent leur chance, d'attaquer. Et si vous nous retrouvez, on va vous rappeler cette étape. 120 km qui sont partis ce matin à 10h30 d'Albertville, direction Sainte-Foy-Tarentaise. Il y a eu 3 difficultés, le Cormet de Roseland, les arcs. Désormais, c'est l'ascension finale. Les 4,6 km qu'il reste sont les derniers où l'on peut attaquer le maillot jaune. Egan Bernal, le maillot jaune, qui pour l'instant résiste à tout et semble presque indestructible sur ces routes des Alpes. On voit des écarts qui se créent là. Bernal reste serein. Et il est obligé de faire l'effort. Il est obligé de faire l'effort pour aller récupérer James Knox, qui lui tente. Il s'affole pas. Il revient au train, facile. Il est seul, mais il ne s'affole jamais, le Colombien. On voit les 2 Belges là qui ont du mal à raccrocher. Hein. Lambrecht qui va essayer de revenir sur le groupe maillot jaune. Malheureusement, on voit personne capable vraiment d'attaquer. Là, ils sont d'attaquer et de déloger notre maillot jaune. Après cette étape, dont déjà une de montagne, une deuxième. Aujourd'hui, 3 difficultés. Est-ce qu'ils ont encore les capacités d'attaquer? C'est l'enchaînement des jours qui va dire. Il faudra voir l'aspect de récupération est vraiment important. Tant que la course n'est pas finie, il peut se passer des tas de choses, hein, des chutes, des crevaisons, des défaillances. Donc voilà, on a intérêt à l'user. Donc il faut attaquer sans cesse pour ne pas l'emmener dans un fauteuil
On voit les coureurs tentent quand même, mais ils sont à leur maximum et c'est difficile de faire vraiment un vrai écart, une vraie offensive. Alors qu'on voit le Belge Björk Lambrecht qui a du mal à rester au contact de ce groupe avec le Danois qui continue de réaccélérer en permanence. Et presque comme un symbole, c'est Egan Bernal qui recolle tout le monde et qui arrive en permanence à revenir. Il reste 4 km pour faire la différence. Ou pour Egan Bernal, pour assommer complètement ce Tour de l'Avenir 2017. Il enlève les lunettes. Egan Bernal. On passe Sainte-Foy village. On va tourner à gauche pour monter Sainte-Foy station. Il restera donc les 4 derniers kilomètres. Et des boucles incessantes jusqu'au sommet de cette côte pour atteindre la station. Ce ne sont pas des pourcentages très élevés. Très élevés, non, on a fait le plus dur. Dans le deuxième groupe de compte, juste derrière, on a Valentin Madouas qui est toujours là. Et voilà, le seul capable de suivre aujourd'hui et depuis le début de ce Tour de l'Avenir, c'est Egan Bernal, le maillot jaune de ce Tour de l'Avenir 2017. C'est le seul qui arrive à tenir le rythme imposé par le Danois. Quand on voit ça, on se dit qu'il n'a plus rien à craindre, le Colombien. Et là, pour l'instant, ouais, ça écœure un petit peu les adversaires. On voit difficilement comment on pourrait le sortir. C'est lui encore sur les dernières attaques qui va chercher tout le monde. Il va laisser travailler le Danois, le Norvégien, pardon. Non, Danois. Niklas Egg, coureur danois. Le leader de l'équipe du Danemark. 5e du classement général, le Danois, à 1 minute 09. Et a priori, il n'arrivera pas à récupérer 1 minute sur Egan Bernal. Egan Bernal, le VTTiste de formation, médaillé d'argent et de bronze aux derniers mondiaux juniors de VTT. 4e du Tour de l'Avenir l'année dernière. Et victoire d'étape au Tour Savoie-Mont-Blanc. C'était le favori, il est en train d'assumer son statut, le Colombien. Ouais, par contre, pour Niklas Egg, il a tout intérêt, lui, à ma foi, de plus préoccupé de Bernal dans sa roue. Et de rouler pour aller la chercher, la deuxième place. Voilà, pour écarter Knox au maximum. Donc c'est ce qu'il fait. De toute manière, il a vu que ce serait difficile de sortir le Colombien. Donc il va rouler, écarter ses principaux adversaires au général et aller s'assurer une place confortable au général. Un écart assez faible pour l'instant, 5 secondes pour deux hommes, le Danois Egg et le Colombien maillot jaune de ce Tour de l'Avenir, Egan Bernal. 5 secondes sur un coureur qui tente de revenir, et derrière le groupe des autres favoris qui ont lâché dans cette montée finale. Une montée pas forcément très difficile quand on voit ce qui attend également demain les coureurs. Pas forcément difficile, mais peut-être trop difficile pour eux quand on voit la force d'Egan Bernal dans ces pentes de Savoie. L'enchaînement des jours se fait payer en cette fin de semaine. Ce sont les coureurs qui ont le plus l'expérience des courses internationales qui sont capables de récupérer et d'être présents sur cette fin de semaine montagneuse. Il y a 2 jours, les coureurs avaient une journée de repos. Et a priori, celui qu'on a le plus bénéficié, c'est Egan Bernal. Les journées de repos, c'est difficile à négocier. Certains coureurs n'aiment pas les journées de repos parce que voilà, le piège, c'est de mettre l'organisme en mode veille. En stand-by. En stand-by et de ne pas redémarrer derrière. Et derrière, quand on recommence par des étapes de montagne, ben, ma foi, il faut être à l'éveil. Et donc on préconise souvent aux coureurs lors des journées de repos d'aller s'entraîner et même faire des intensités. Voilà, on a l'Australien qui va rentrer, Hamilton. Lucas Hamilton, le leader de l'Australie, champion d'Océanie sur route, vainqueur du Tour d'Alsace cette année, 2e du Baby Giro, le 4e du général, 4e du général à 1,09, égalité avec Niklas Egg. 21 ans Lucas Hamilton, il est jeune mais c'est un outsider parce qu'il a un profil de coureur de grand tour.
Il suit, c'est le seul qui arrive pour l'instant à suivre le maillot jaune. Et le Danois, les défaillances de Leicht et de tous les autres se font sentir dans ces derniers kilomètres. 2,2 km encore à parcourir. Et le Colombien qui semble facile. Ouais. Il misait sur une attaque de Lambrecht, mais qui a priori était à son maximum. Il se contente de suivre. Deux kilomètres encore à parcourir. Il y a quoi? Allez, 30 mètres entre les deux groupes. Mais certainement ça ne reviendra pas derrière. Egan Bernal est en train de sceller presque définitivement le résultat de ce Tour de l'Avenir 2017 et de s'adjuger ce maillot jaune de vainqueur demain. Il restera quand même l'étape de demain, mais si l'on se fie à ce que l'on voit aujourd'hui, ça lui semble promis. C'est en bonne voie, effectivement. Allez, il va nous rester moins de 2 km. Maintenant, c'est la victoire d'étape qui va se jouer. Est-ce qu'il va aller faire le sprint? C'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que Bernal va être grand seigneur et laisser l'étape à ses concurrents, à ses adversaires, ou va montrer sa supériorité en allant chercher encore un accessite? Ça semble compliqué quand même, ces deux camarades d'échappée qui, eux, n'ont presque plus que ça à jouer. Une deuxième place au général et des victoires d'étape symboliques. Ça risque de sprinter. Moi, je ne miserais pas sur Egan Bernal pour le sprint, mais avec ce Colombien, il ne vaut mieux pas s'avancer. Après, c'est vrai qu'il laisse travailler quand même les autres, hein, donc forcément, il aura un peu plus de fraîcheur à l'arrivée. Après, c'est pas forcément son rôle, sachant que voilà, le général pour lui il va prendre une bonne option dessus. Il sera peut-être grand seigneur et comme il n'a pas travaillé, il laissera peut-être la victoire à ses adversaires. On peut quand même saluer la force d'Egan Bernal qui a ramené tout le monde sur l'échappée, qui a ramené tout le peloton des favoris tout seul, car il n'avait plus de coéquipier depuis la première montée. Il a ramené tout le monde et il est encore là devant, et c'est lui qui fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut, le Colombien, alors qu'on voit Lambrecht qui est en train d'essayer de revenir sur ce groupe et qui va revenir. Ouais. Forcément, il y a que Niklas Egg qui travaillait devant. Derrière, on s'est relayé à deux. Ça risque d'être compliqué pour Niklas Egg dans le final. Ouais, il a fourni un gros effort pour essayer de creuser sur Knox notamment qui a lâché prise. Mais le retour des autres, Lambrecht, Foss, n'est pas à son avantage. Et l'attaque du Norvégien, très rapidement repris. Est-ce que c'est véritablement une attaque, ce genre de choses, ou c'est pour montrer qu'on a les jambes? Non, je pense que c'est quand même une attaque, mais là les coureurs sont quand même fatigués et on est quand même moins explosif sur cette fin d'étape. Alors qu'on est rentré dans le dernier kilomètre de cette 8e et avant-dernière étape partie ce matin d'Albertville à destination de Sainte-Foy-Tarentaise. Alors que Lucas Hamilton est en train de lâcher prise. Il a du mal. Il a dû tomber, Hamilton, son cuissard est déchiré. Il a dû tomber dans l'étape. Allez Maxence, moi je miserais sur une petite victoire d'étape de Björk Lambrecht. Ça fait un petit moment qu'il est... Je voulais dire la même chose, mais je vais parier sur Egan Bernal. Je ne sais pas pourquoi. Il semble si fort. On se dit pourquoi pas également aller prendre une deuxième victoire d'étape, assommer la concurrence, montrer que sur ce Tour de l'Avenir 2017, c'est lui le patron. Il ne l'était pas l'année dernière. Il n'avait pas réussi à s'imposer.
Et cette année, je crois qu'il veut montrer à tout le monde qu'il lâchera rien, qu'il ne donnera rien, pas une seule miette. Et Lambrecht se replace. Hamilton a lâché prise, il devra se contenter malheureusement des places d'honneur. Place d'honneur, 5e place. Alors qu'Egan Bernal s'est mis dans la roue de Björn Lambrecht. Il vous a écouté, il se dit que c'est lui qui va peut-être aller gagner l'étape. Ah, ils se connaissent bien les deux. Hein. Ils ont souvent rivalisé dans la montagne sur les courses précédentes. Lambrecht accélère. Voilà, accélération, mais c'est tout de suite suivi par le maillot jaune qu'il ne veut rien lâcher. C'est les 100 derniers mètres et c'est le sprint désormais qui va se jouer entre le Belge Björn Lambrecht et Egan Bernal qui fait le sprint. Le coureur colombien, il ne veut rien lâcher et il va réussir à s'imposer. C'est un coureur exceptionnel. Deuxième victoire sur ce tour, deuxième victoire consécutive pour le Colombien maillot jaune Egan Bernal. On peut le dire clairement, il a assommé sa concurrence. Voilà, il montre vraiment qu'il est une jambe au-dessus de tout le monde. C'est lui qui fait le travail tout seul, il n'a plus d'équipe. Il ramène tout le monde à la raison. Et pour montrer que c'est vraiment lui le plus fort, il va encore sprinter et prendre la victoire d'étape. Il en avait encore sous la pédale. Pour aller faire un sprint comme ça, il aurait fallu l'attaquer beaucoup plus pour venir à bout aujourd'hui d'Egan Bernal. Et certainement il en faudra beaucoup plus pour venir à bout demain d'Egan Bernal. C'est vrai qu'on voit mal comment demain il pourrait prendre une défaillance. Et on voit mal comment il ne pourrait pas encore remporter l'étape au vu de sa supériorité. Voilà, donc pour les premiers, Bernal, Lambrecht, Egg, Foss, Hamilton, Knox, Kras, Schegel qui vient d'arriver. Ouais, Lucas Hamilton et James Knox qui ont lâché dans l'ascension finale. 18 secondes pour Lucas Hamilton de perdu, 33 pour James Knox. On va attendre l'arrivée des premiers Français. On devrait voir Madouas arriver d'ici peu. Et certainement Aurélien, aussi Aurélien Paré-Peintre. Et cette ascension est longue et des écarts ont dû se faire, des écarts énormes. Storer pour la 10e place a déjà 1 minute 20. Voilà Valentin Madouas qui va arriver donc à 100 mètres de l'arrivée. Premier français de cette étape. 11e place pour Valentin. 11e place, Valentin Madouas, le coureur nantais, l'un des leaders, champion de France amateur 2016, qui s'est bien battu mais qui n'a pas pu suivre ce rythme imposé par les leaders et notamment par le maillot jaune Egan Bernal. C'est bien pour Valentin quand même, hein, puisqu'on le répète, c'est pas un grimpeur pur, mais il montre qu'il a tout à fait sa place chez les professionnels en étant polyvalent et en limitant la casse sur des étapes montagneuses. Valentin Madouas qui était 30e du classement de l'étape d'hier. Il avait terminé 30e déjà en montagne. Il avait tenu à seulement 3 minutes d'Egan Bernal qui hier avait assommé la concurrence, qui l'a réassommé aujourd'hui. Voilà, Hirschi, Strakov, Inlay qui viennent d'arriver. Déjà 15 coureurs qui ont passé la ligne. Aurélien Paré-Peintre. Je suis également curieux de voir l'arrivée de Pavel Sivakov, qui était l'un des principaux favoris, qui hier a explosé plus de 6 minutes sur Egan Bernal et qui aujourd'hui n'a pas non plus réussi à suivre. Non, et je pense aussi qu'il va être loin parce qu'il les autres Français. Il a lâché prise depuis un moment, Pavel. Ouais, la Russie qui est emmenée par Artem Nitsch qui s'est classé 15e à 2 minutes 41 du vainqueur de cette 8e et avant-dernière étape du Tour de l'Avenir. Egan Bernal qui s'impose à Sainte-Foy-Tarentaise comme il s'est imposé hier à Haute-Luce-les-Saisies. Alors qu'on voit le classement général, le deuxième du classement général, Björn Lambrecht, qui est désormais à 1 minute et 9 secondes d'Egan Bernal. Est-ce que
est-ce qu'on peut imaginer un renversement de situation demain? Est-ce que Björn Lambrecht peut avoir les jambes pour mettre à mal Egan Bernal? Et comme on l'a dit, hein, c'est vrai que la surprise, ça va être de voir comment les coureurs récupèrent au fil des jours. Rien n'est impossible, mais 1 minute 09, ça reste reprenable. Mais au vu de la démonstration de force de Bernal sur les 2 étapes de montagne, on voit difficilement comment il pourrait être victime d'une défaillance et perdre plus d'1 minute sur cette dernière étape. Hein. On verra. Tout peut arriver, hein, la chute, l'incident mécanique. Mais pour l'instant, il a une bonne option sur la victoire finale. Et la interview tout de suite avec le premier Français de cette étape, Valentin Madouas. Valentin Madouas, une course magnifique, très très dure aujourd'hui. Ouais, c'était vraiment très dur. C'était l'étape reine de ce Tour de l'Avenir avec de nombreuses ascensions. Avec l'équipe de France, on a essayé de dynamiser la course très tôt en faisant les descentes à fond et en déstabilisant les adversaires. Ça a marché, même si ça reste une place d'honneur pour moi et que je ne sais pas 11 ou 12e. Mais on est satisfait. On a essayé de faire bouger la course et on recommencera demain. Un Tour de l'Avenir exceptionnel pour vous et une grande prochaine saison. Ouais, c'est ça, une grande prochaine saison. Ouais. On prépare ça tranquillement et pour l'instant j'ai encore des espoirs sur la dernière étape du Tour de l'Avenir, même si les gars devant sont vraiment très forts, mais je commence à avoir des bonnes sensations et ça va venir. Félicitations. Merci. Merci à vous. Est-ce que c'est possible demain pour un Français d'aller remporter cette étape? On vient de l'entendre, hein. Valentin, lui, il la vise cette étape. Il se sent de mieux en mieux. Quelque chose est jouable. Est-ce que l'équipe de France peut mettre en place une stratégie pour essayer de s'imposer? Mais ça risque d'être compliqué demain. Les leaders vont peut-être encore plus attaquer Egan Bernal. Le tout pour le tout. Ouais, essayer de partir de loin, prendre assez d'avance pour creuser sur le groupe des favoris. C'est vrai que si on mise sur une course d'attente et sur une montée sèche sur le col du Mollard, ça sera quand même difficile de le déloger et pour Valentin de rivaliser avec les meilleurs grimpeurs. Donc je pense que l'équipe de France va miser sur une course offensive très tôt dans l'étape. Alors que tout de suite on va retrouver le vainqueur et le maillot jaune de ce tour, Egan Bernal. Sí, bueno, mi segunda victoria consecutiva. De verdad que no lo esperaba. O sea, yo solamente quería mantener la camiseta. Pero bueno, todos empezaron a atacarme, destrozaron en mi equipo. O sea, a la final bajando se rompió todo eso, todo el lote se cayeron, bueno, hubo de todo un poco hoy. Y bueno, ya después cuando me atacaron, obviamente no podía pedir que me ayudaran, yo era el líder de la carrera, tenía que controlar. Pero bueno, sí es verdad que esto me dio como motivación, ¿no? Porque prácticamente tuve que controlar los últimos kilómetros de la carrera y en ese momento dije, no, yo merezco ganar esto porque ya toda la carrera adelante no es posible que me ganen acá en el final. Esto yo creo que me dio motivation et la force para ganar. Oui, ça a été une course très difficile. Ils ont voulu épuiser mon équipe, détruire mes équipiers. Moi, je voulais juste défendre mon maillot, mais j'ai trouvé la motivation à défendre mon maillot, du coup, sans coéquipier, en allant chercher ceux qui m'ont attaqué, en allant chercher après au final à Sainte-Foy-Tarentaise cette belle victoire consécutive que je n'espérais pas du tout ce matin au départ d'Albertville. On va faire ensuite l'interview d'Aurélien Paré-Peintre. Il n'y croyait pas ce matin, mais quand ça a pu se faire, il a voulu cette victoire quand même. Ouais, c'est sûr. On va voir l'interview d'Aurélien, donc 17e de l'étape aujourd'hui, deuxième français. On va le laisser se reposer un petit peu apparemment. Aurélien Paré-Peintre, il va venir nous répondre. Demain, l'étape. Est-ce qu'elle est plus dure, plus facile? Alors il y a le col de la Madeleine, ce col hors catégorie. C'est le seul col hors catégorie de ce Tour de l'Avenir. On aura donc deux difficultés principales, le col de la Madeleine et le col du Mollard. C'est une étape un petit peu plus courte. L'étape reine, c'était quand même aujourd'hui. Après, je le redis, ce qui va être difficile, c'est l'enchaînement des jours. Voir l'état de fraîcheur. Aujourd'hui, ça a quand même bagarré.
Hier, la Colombie a imposé un rythme d'enfer qui a déjà fatigué les organismes. On va juste écouter Aurélien Paré-Pointe qui est prêt à nous répondre et peut-être qu'il nous donnera des informations sur cette prochaine étape. Aurélien Paré-Pointe, vous avez fait une étape exceptionnelle aujourd'hui. On n'a vu que vous, puis une petite fringale à la fin. Ouais, l'objectif c'était d'essayer de bouger de loin pour essayer de remonter au général et pourquoi pas aller chercher des victoires d'étape. On a essayé de bouger d'abord au sommet du Cormet de Roseland pour essayer de faire la descente. Ça a marché, la bosse d'après on a pu écrémer un peu le peloton et dans la montée des arcs j'ai tout de suite essayé de sortir avec Valentin mais le maillot jaune venait chercher et je payais un petit peu les efforts que j'avais fait dans la montée des arcs sur la fin mais on a essayé, on a fait une belle étape, on a été offensif, on n'est pas encore récompensé mais il reste demain j'espère pour faire encore une belle étape. Bon, demain encore une très belle étape, on va revoir l'équipe de France. Ouais c'est sûr. On va nous revoir à l'attaque, il y a encore des belles choses. On est quand même 2-3 coureurs qui grimpent bien pour faire des choses demain, donc c'est sûr qu'on va repasser à l'attaque. On est tous derrière vous, merci. Merci. Et pour être à l'attaque, il faudra être fort pour vaincre le col de la Madeleine, le seul col hors catégorie de ce tour dont on parlait tout à l'heure. 24 km à 6,2%, des passages à 10%, c'est énorme. C'est là aussi peut-être qu'une échappée peut réussir à se faire et Egan Bernal peut autoriser peut-être une échappée. Ouais, c'est la seule option qui reste à ses adversaires maintenant. Il va falloir attaquer de loin, dès le pied de la Madeleine. Plutôt sur un groupe conséquent parce que s'isoler sitôt, ça serait peine perdue. Donc voilà, il va falloir que l'équipe de France garde le même état d'esprit, soit offensif rapidement et tente une chevauchée assez longue pour espérer aller chercher une étape. Demain, dernière étape, 9e et dernière étape de ce Tour de l'Avenir 2017, 106 km, départ de Bourg-Saint-Maurice à 9h55 pour les coureurs. Arrivée prévue à Albier-Montron au bout du col du Mollard. Vers 13h30, le col du Mollard, c'est aussi une grosse difficulté, un col de première catégorie qui culmine à 1520 mètres d'altitude, 10 km à 7,5%. Ça sera aussi difficile certainement qu'aujourd'hui, surtout si la chaleur est là. Reste à savoir si des coureurs réussiront à attaquer Egan Bernal qui vient d'écraser la concurrence, clairement. Ouais. La dernière montée sera le juge de paix. Et voilà, je réitère mon pronostic. Si on n'a pas d'échappée qui arrive à sortir d'assez loin et prendre de l'avance, malheureusement on n'arrivera pas à déloger Bernal sur la dernière ascension. Vous misez sur une 3e victoire consécutive pour Egan Bernal. Mes pronostics jusque-là étaient faux, vous m'avez battu Maxence, mais là je pense qu'on s'oriente vers une 3e victoire de Bernal sur la montée sèche du Mollard. Eh bien on le saura demain après cette étape. Merci de nous avoir suivis, merci à toutes nos équipes techniques, merci à France 3, Al France 3, Rhône-Alpes et France 3 Bretagne. Merci beaucoup Vincent pour votre éclairage. On se donne rendez-vous demain, 12h55 pour le dénouement de ce Tour de l'Avenir qui sera sacré en haut du col du Mollard. Réponse demain même si on a déjà une petite idée. Bonne fin de journée. Bernard Thévenet.